Du, 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 du. Gna, 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 gna. Ouais. Ouais. Ta gueule, hein, par contre. Je vais te raconter la petite histoire de sécurité. Je t'ai dit comment c'était le titre? Sécurita. Ouais. Vincent est plombier. Depuis quelque temps, il aime aller se prélasser au bord d'un petit lac. Mais pas moyen d'être tranquille. C'est aussi le lieu de rendez-vous des jeunes filles du coin. Et Vince, il aime être peinard. Et donc, PAM! Les meurtres à répétition attirent l'attention de Gilles, c'est moi, patron d'une petite agence de sécurité locale qui, à l'aide de 2 moustachus, locaux eux aussi, tente d'obtenir des contrats de gardiennage sans grand succès. L'occasion est trop belle. Le groupe va tenter de s'emparer du tueur afin d'obtenir notoriété, célébrité et pinard à volonté. Intérieur, nuit. Le QG. Noir. On entend des coups sur du plastique. Un néon grésil. Puis finit par s'allumer. Un homme est assis, tête baissée, sur une chaise au milieu d'une pièce sombre. L'homme. C'est terminé, messieurs. Je suis désolé. J'ai voulu faire trop beau, trop grand. Jamais je ne pourrai vous payer. Faites ce que vous avez à faire. On entend 2 hommes sortir de la pièce. On perçoit une discussion à l'extérieur. Non, fais pas faim, ordure! Rien à foutre! Mais enfin, il mérite pas faim! Rien à branler, vivez! Non, non! La porte s'ouvre brutalement. On découvre la silhouette d'un des individus. Brusquement, ce dernier plonge la main dans sa veste. L'homme, assis, reste de marbre, semblant accepter son sort. Bam, bam! Coupure au noir. Extérieur, jour, le lac. Un homme est en train de donner des coups sur un poste de radio dans sa voiture. La radio finit par s'allumer. On entend le jingle de Rire et Chanson. Puis, un sketch commence. Il le connaît visiblement par cœur. Vince, couvrant le sketch. Gardienne la paix, gardienne la paix. Au lieu de la garder, il ferait mieux de nous la foutre. La voiture se dirige vers un lac, sur une petite route de garrigue. Démarrage de Rammstein, Mein Teil, de 0 à 35 secondes. Générique. Tan, 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 tan. La voiture vient s'arrêter sur un petit terre-plein à proximité du lac. Le gars termine son sketch à l'intérieur de la voiture, puis son téléphone sonne. Il baisse le son et décroche. Oh putain, trop fort ce mec. T'inquiète, plomberie, j'écoute. Oui, madame Fred. Ah, bon. Bah écoutez, je passerai, hein, oui. Mais là, je suis en congé, madame. Voilà. On verra ça, hein. Allez, à plus tard. Il raccroche. Vince, déjà lassé. Putain, si elle aussi pouvait me la foutre. La paix. Il remonte le son, sort de la voiture et prépare des affaires de plage. Quelques secondes plus tard, à la radio. Flash info. 11e meurtre au lac de Frein d'Acier. La gendarmerie déclare devoir être contrainte de s'occuper en priorité des litiges qu'engendre le bar de la mairie avant de se lancer dans l'enquête. Brève interview. Écoutez-moi bien, notre métier consiste d'abord avant tout à rester au contact de la population. Et ça vous a peut-être échappé, madame, mais si nous baissons la garde, cette petite ordure de Lucien va siphonner le dernier cubi sans aucun état d'âme. Et ça,
Pas question, vous m'entendez? Violente altercation dans le bistrot. Pas question! Il coupe la radio. Me foi, plus moyen d'être peinard dans ce bled. D'ailleurs, cette fois, il sort un vieux parapluie. Je prends mes précautions. Il referme sa voiture et se dirige vers le lac. Il atteint une petite plage isolée et s'installe, sort une bière et allume une petite radio. Quelques instants plus tard, 2 jeunes filles en maillot passent devant lui et s'installent à proximité. Vince soupire. Puis les demoiselles, visiblement intéressées par l'individu, se mettent à rire et à chuchoter au loin en fixant notre vacancier. Vince, agacé, et allez, il sort le parapluie et le déploie en direction des filles afin de s'en isoler. On les entend discuter au loin. Et vas-y, allez, t'as peur de quoi? Allez, j'y vais, ça va. Vince soupire une nouvelle fois et lève les yeux au ciel. La jeune fille contourne le parapluie et s'adresse à notre homme. Excusez-moi, vous auriez du feu? Vince, regardant vers le large. Non. Ah, tant pis, merci. Elle retourne vers son ami. Vince reste allongé, visiblement tendu. On entend les filles rire à nouveau. Vince se passe la main sur le visage. Temps mort. Quelques secondes plus tard, l'effrontée revient à la charge. Elle passe sa tête par-dessus le parapluie. Excusez-moi, vous... Oh, mais merde! Laissant ses affaires sur place, Vince s'enfuit en courant vers les bois adjacents. La demoiselle retourne une nouvelle fois vers son ami. On rejoint les filles. Mais tu lui trouves quoi, ce type? Je ne sais pas, il est tout mignon. Attends, il est hyper coincé, non? Justement, trop craquant. Tu trouves? Ben ouais, je sais pas, Soudain, la fille entend un bruit dans un buisson à quelques mètres. On voit Vince, la tête dépassant d'un bosquet, les fixant du regard et tripotant nerveusement quelque chose plus bas. Ah ouais, trop craquant, hein? Hé, vieux pervers, tu veux qu'on t'aide? Vince continue. Allez, viens, on s'en va. On découvre que Vince est en réalité en train de visser un silencieux au bout d'un revolver. Soudain, il le sort et tire en direction de nos jeunes victimes. Salope! Coupure au noir. Vince, il y a un moment, moi, ça me gonfle. Intérieur, jour, la planque. Un téléphone sonne. On découvre un vieux buffet recouvert de bouteilles vides, de cendriers pleins et de déchets en tout genre. Une main apparaît, tâtonnant nerveusement le long de ce dernier, à la recherche du téléphone. Sur son chemin, elle fait tomber quelques bouteilles et un cendrier, puis trouve le téléphone et raccroche. Un individu se redresse, c'est un homme à moustache, visiblement négligé, recouvert de mégots de cigarettes. Ah, putain! Il se lève. Nous sommes dans une sorte de squat de campagne très sale, jonché de bouteilles de vin vides, dont les murs sont recouverts de photos d'armes, de vieux tableaux de chiens de chasse, en action et de calendriers douteux. En se dirigeant vers le coin de la cuisine, il bute sur quelque chose au sol. Ah, putain! Pendant que le premier se saisit d'un mug, le deuxième individu, qui était au sol face contre terre, se lève, moustachu et sale. Il ressemble au premier. L'ivrogne se sert du vin dans un mug et le met au micro-ondes. Il se dirige ensuite vers les toilettes. Bon, au boulot. Une fois à l'intérieur de celle-ci, il se met à tirer la chasse plusieurs fois en enregistrant le son produit à l'aide d'un petit dictaphone. Il ricane à quelques reprises. Pendant ce temps, l'autre ivrogne se relève. Immédiatement, il sort une VHS et l'insère dans le lecteur. Un film de guerre, plutôt ringard, commence. Face à la télé, il réunit plusieurs fonds de canettes de bière dans un mug. On entend, provenant du film, « Tenez les jaunes, goûtez-moi cet ananas !» suivi d'une explosion. Visiblement marqué, l'ivrogne se met à fouiller dans un placard. Il en sort un vieux récipient sur lequel est inscrit « Poudre noire de Pologne depuis 1989 ».
Il sort une bouteille de vin vide, la remplit de cette dernière et y insère une sorte de mèche. Puis il sort de la planque, qui se trouve en plein maquis, et pose la bouteille sur un rondin de bois. Il allume la mèche, s'éloigne de quelques mètres, met des lunettes de soleil et attend. À l'intérieur des toilettes, le téléphone de l'autre ivrogne sonne à nouveau. Il décroche. « Quoi ? Oui, on arrive !» Une explosion ébranle la planque. L'ivrogne, ignorant la détonation, « Oui, on est en route ! Oui ! Mais faut nous foutre la paix maintenant !» Il raccroche, puis va vers la cuisine et récupère son breuvage. L'ivrogne est en train d'extraire des bouts de verre incrustés dans son visage, face au miroir. « Allez, fais partie, fumift !» La villa. Une jeune fille, visiblement de bonne famille, se refait les ongles dans le salon. Elle est au téléphone. « Oui, carrément. Mes vieux sont pas là pendant 2 semaines. Ça vous dit qu'on organise une soirée samedi ? Ouais, mais ramène qui tu veux. Ah, attends, j'ai un double appel. » Elle décroche. Silence, puis on entend un bruit de chasse d'eau, suivi de rires gras. Bon, elle reprend la conversation. Donc ouais, je te disais, on se fait ça le week-end pro, ramène qui tu... Double appel à nouveau. Attends. Oui ? Encore le bruit d'une chasse d'eau. Des rires à nouveau. Elle reprend. Ouais, excuse-moi, y a vraiment des gens bizarres. Donc, double appel. Encore un bruit de chasse d'eau. Putain, mais vous avez que ça à foutre ! Arrivé dans la voiture des 2 ivrognes garés non loin de là. Ivrogne numéro 1 tient le dictaphone dans une main, collé au téléphone. Le deuxième est en train de boire, fixant la villa d'un regard inquiétant. Ouais, bon, ça marche. À samedi alors, mes chéris. Elle se dirige vers le frigo, sort un plat, le met au micro-ondes, puis continue à se faire les ongles sur le canapé. Retour dans la voiture, temps mort sur les deux. Le premier saisit la bouteille du second et tente de boire. Elle est vide. T'es vraiment à moins que rien, hein ? Me font pas bien. Bon. Jette un coup d'œil à la maison. Faf 2 ! Retour à la maison. Le téléphone sonne. La jeune fille décroche, visiblement agacée. Quoi ? Connasse ! Elle raccroche aussitôt, dépitée. Le ding du micro-ondes retentit. Elle se dirige vers ce dernier en passant devant une des fenêtres. Quelque chose retient son attention. En tirant discrètement le rideau, elle aperçoit la voiture des 2 compères garée juste en face. Brusquement, la portière passager s'ouvre et l'ivrogne numéro 2 vomit. En se relevant, il la regarde, les yeux rouges pinards, puis referme la portière. Se cachant sur le côté, elle sort son téléphone. « Allô, gendarmerie ? Bonsoir. J'ai une voiture de pauvre qui est garée devant chez moi et je reçois des coups de fil un peu louches depuis le début de la soirée. Vous pourriez passer ? Oui, c'est-à-dire que... Merci, à tout de suite. » Elle pose le téléphone sur la table sans raccrocher. On entend le gendarme continuer seul la conversation. Ben, déjà, on n'a pas l'adresse et on entend une voix féminine avec un fort accent d'arrière-plan. Dites, vous la prenez ma déposition, oui ou merde ? Non mais ça va, oui, on va nous gonfler, morue, là, encore longtemps. Tu la vois, celle-là ? Cri d'altercation. Soudain, un bruit de bouteille qui s'entrechoque retentit dans le jardin. Elle reprend le téléphone et raccroche pour mieux tendre l'oreille sur ce qui se passe à l'extérieur. Le téléphone sonne encore. Paniquée, elle hésite à décrocher, puis se saisit du téléphone. Écoutez, si vous continuez à me... Ivrogne numéro 2 vient de passer au travers de la fenêtre du salon. Connasse ! Il allume la mèche d'une bombe artisanale, similaire à celle qui a servi de test précédemment, une bouteille remplie de poudre, et la jette en direction de la jeune fille. La bouteille se brise contre un mur et rien ne se passe. Pétrifiée, elle fixe l'agresseur, un petit temps mort. Sans plus attendre, elle dégaine un revolver et vide son barillet d'une traite en direction de la victime, sans la toucher. Il se jette sous la table. Immédiatement, il saute sur une petite étagère murale, sur laquelle reposent quelques bibelots et l'effondre.
Profitant du répit, elle court se trouver un autre abri et tente d'appeler à nouveau les forces de l'ordre. Soudain, le premier ivrogne enfonce la porte d'entrée. Il se jette sur le micro-ondes, l'arrache et lui fonce dessus avec l'engin dans les mains, en criant « Ah !» Paniquée, elle court se réfugier dans les toilettes, ferme à clé et se bouche les oreilles en pleurant. On entend des bruits de pas passer devant la porte, puis faire demi-tour. Quelques bruits de bouteilles, une porte qui claque, puis plus rien. Après hésitation, elle en trouve la porte des toilettes, plus personne. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte. Encore épeurée, elle jette un coup d'œil à la fenêtre. On distingue la lumière des gyrophares de police. Rassurée, elle ouvre. Face à elle, un homme appartenant visiblement aux forces de l'ordre tient une grosse maglite qui l'éblouit. « Bonjour ma petite dame. Alors comme ça qu'on aurait des soucis de quartier ?» Estelle, se protégeant les yeux. Oui, vous êtes de la police ? Ouais, c'est-à-dire que pas vraiment. Laissez-moi me présenter. Je suis Gilles Camollet de l'agence. Excusez-moi, vous pourriez... Gilles éteint sa lampe. Ah ouais, pardon. Bonjour ma petite dame. Laissez-moi me présenter. Je suis Gilles Flantier, de l'agence de sécurité. Gilles Securita. Je patrouillais dans le secteur et semblerait bien que vous ayez quelques menus pépins. Oh, oui, j'ai été agressé par 2 fous qui sentaient le vin. J'ai appelé la police, mais ils n'ont pas l'air de se presser pour me venir en aide. Ouais. Oui, ça, ma belle, c'est bien connu. Ces tocards sont débordés en ce moment, dans ce monde de brutes sanguinaires. Il sort un contrat, sourire confiant aux lèvres. Puis-je me permettre de vous proposer mes services ? Oui. Coupure au noir. Il entre dans sa voiture garée en face de la maison et sort son téléphone. Gilles d'un air victorieux. Hey, j'en connais qui vont être contents. Répondeur. Ouais, les gars, vous allez pas me croire, j'ai le contrat. Vous allez enfin pouvoir... Sa voiture vient d'être percutée par l'arrière. Les 2 ivrognes viennent de lui rentrer dedans. Hors de lui, le premier ivrogne sort de la voiture. « Hé, branleur, ça t'amuse de s'astonner comme un con !» Il se dirige vers le coffre et sort une pelle de chantier et fonce vers la voiture de Gilles. « Va falloir payer, ordure !» Arrivé au niveau de la fenêtre de Gilles, il se décompose. « Ouais, oh, et patron, ça va ?» En train de compter les bouteilles encore intactes qu'il a stockées dans le micro-ondes volé, l'ivrogne numéro 2 réagit. « Patron ?» Il se penche par la fenêtre. « Le poignet en fumier !»« Ouais, justement les gars, cette fois c'est plié. » Se tournant vers le premier ivrogne. « Hey, tout a roulé comme sur des roulettes, hein ?» En parlant, il se tourne vers la maison, puis s'interrompt. « Hey, vous auriez vu ses yeux. Ouais, on aurait dit une énorme paire de... » La jeune fille est devant sa porte, bras croisés, elle a tout entendu. Gilles, d'un ton grave. « Rendez-vous demain au briefing au QG, messieurs. » Silencieusement, le groupe remonte en voiture et s'éloigne. Chez la vieille. On frappe à la porte. Une vieille dame ouvre. C'est Vince. Vieille dame. « Ah, enfin, vous êtes là !» Il entre. Ouais. Vous savez, c'est vraiment gentil de vous déplacer pendant vos vacances, monsieur Vincent. Il n'y en a pas beaucoup des comme vous. Ah, mais vous savez bien que pour vous, je ferai tout, madame Fred. Alors, il est où le grand blessé? Ouais. Dans la cuisine. Vous savez, c'est l'évier que vous avez réparé la semaine dernière. J'ai l'impression qu'il fuit un peu. Mais moi, j'ose pas toucher. Eh ben, allons voir ça. Vince prend les devants et se rend dans la cuisine. Le placard sous l'évier est hermétiquement scellé.
à l'aide d'une grande quantité de scotch gris, mais quelques gouttes ruissellent à travers l'ouvrage. Il s'arrête un moment, puis revient vers la vieille dame. « Alors, docteur ?» ?»« Écoutez, je serais vous, je me ferai un petit café sur la terrasse, j'en aurai pas pour très longtemps, si tout va bien. » Retour dans la cuisine. Vince pose sa caisse à outils, s'agenouille et commence à retirer les couches de scotch. Marmonnant. « Sa mère, c'est moi qui ai fait ça. Putain, mais regarde-moi ce petit bordel. » Les portes s'ouvrent enfin. Et une dizaine de litres d'eau en profitent pour sortir, inondant une partie de la cuisine. Il s'accroupit et jette un coup d'œil à l'extérieur. On distingue un bordel de tuyaux emmêlés. Oh putain, oh putain. Un jet d'eau vient immédiatement l'arroser en plein visage. Après un petit instant de réflexion, il referme les battants et rescotche nerveusement le placard. Il sort de la cuisine et referme la porte. Vince, portant timidement la voix, « C'est bon, Madame Fred. Tout baigne. » Il s'interrompt. De l'eau est en train de passer sous la porte de la cuisine. Il se jette sur un rouleau de gaffeur et scotche le bas de cette dernière. La vieille dame arrive. « Bon, ça devrait tenir, hein. 6 semaines, 6 mois, 6 ans, ça dépendra de la qualité des conduits et de l'utilisation que vous en faites. Si l'envie vous prend de serrer trop le robinet, de prendre trop de bain, ou d'ouvrir la porte de la cuisine, moi je suis pas responsable, hein. » La vieille dame, embrouillée mais convaincue, « D'accord, monsieur Vincent, je ferai attention, merci. » Vince, la prenant de vitesse, « Voilà, très bien. Allez, j'y vais, la facture est sur la table. » Il sort. « Bonnes vacances !» Le supermarché. Gilles et les ivrognes marchent à vive allure en direction de l'entrée d'un supermarché. Gilles ouvre la marche. « Bon, souvenez-vous, il s'agit d'être convaincant. Quoi qu'on en dise, la première impression est déterminante. Soyons percutants !» Il tombe face au vigile. Gilles prend immédiatement les devants. « Salut mon brave, je suis Gilles Comollet, de l'agence Sécurité. Gilles Sécurité. On est ici pour prendre la relève. Il semblerait que nos prédécesseurs aient fait preuve de laxisme inquiétant. Pardon ?» Gilles ne l'écoute pas et enchaîne. « D'ailleurs, on commence tout de suite. Les deux bicots là qui tournent autour des manches-disques, bougez plus !» On voit les deux adolescents caucasiens en train de choisir des légumes. Relever la tête. « Allez hop les gars, on intervient !» Les deux ivrognes se précipitent hors champ sur les deux suspects. On entend des cris, des bruits de poursuite et des coups. Gilles, l'air satisfait, se tourne vers le vigile prostré. Gilles, la tête haute. « Ah, c'est sûr que ça change, hein !» Le vigile reprend ses esprits et fonce hors champ lui aussi. « C'est quoi ce bordel ?» Gilles reste bras croisés à contempler la scène. Gilles, au vigile qui s'éloigne. « Tout se passe bien, voyons, y a pas de lézard !» Puis à lui-même. « C'est de là paieront pour les deux autres et la meute va se calmer. » On entend une escalade de violence. Et au premier coup de feu, Gilles change d'attitude. Ah ! Se trouvant presque choqué par la scène. Coupure au noir. Le QG. Nous sommes en face d'un petit local de toilette publique. Un individu, visiblement SDF, termine sa canette et entre. Quelques instants plus tard, on entend plusieurs coups de feu, puis ce dernier se fait brutalement éjecter des lieux par le premier ivrogne d'une balle dans la jambe. « Dehors, ivrogne !» Puis l'ivrogne accroche un panneau à la porte sur lequel il est écrit « Non » et la referme. À l'intérieur, entre le lavabo et les urinoirs, le groupe a installé son QG. Une vieille télévision, une radio, quelques posters de promo pour la gendarmerie, des photos d'armes et un tableau sur lequel sont gribouillés des sortes de plans d'action. Gilles tourne en rond pendant que les deux ivrognes terminent leur bière, assis sur des chaises de jardin. « Messieurs, l'heure est grave. La bonne nouvelle, c'est que mes contacts chez les képis nous évitent la carafe pour ce coup-là. La mauvaise,
c'est que j'ai reçu un coup de fil de l'administration. La société est sur le point de couler, messieurs. » Le deuxième ivrogne regarde cette bouteille vide, puis dirige lentement son regard accusateur en direction de Gilles. « Je sais, vous taraudez à sec depuis des mois, et je vous plains. J'aimerais vous payer, mais je peux pas. » L'ivrogne passe discrètement la main dans sa poche et arme le chien de son revolver. « Tenez. » Il sort un pack de mauvaises bières et leur tend. Ils acceptent, visiblement touchés par le geste. L'ivrogne rabaisse lentement le chien du revolver. « Faites-en bon usage. C'est tout ce qui me reste. » Il se lève, allume une petite radio qui émet une musique attendrissante et se tourne lentement vers la fenêtre. « Heureux d'avoir fait équipe avec vous, messieurs. » Soudain, la musique se coupe. Flash info. 13e meurtre aux abords du lac de Frein d'Acier. La police n'est toujours pas sur le coup, a-t-on appris de sources sûres. Courte interview. Messieurs les gendarmes, ça fait 13 morts quand même. Êtes-vous sur le coup? Certainement pas. Sport maintenant. Le club de... Gilles coupe la radio et se retourne lentement, comme illuminé. Est-ce que vous pensez à ce que je pense, les gars? Les deux ivrognes se concentrent rapidement du regard. Honteux. L'ivrogne acquiesce timidement d'un hochement de tête. L'autre ivrogne. Non! Le lac. Retour aux abords du lac. Vince est au téléphone, accoudé à une palette en bois. Non mais oui, de toute façon, quand la vie ça te gonfle, faut pas hésiter. Bien sûr, Jean-Marc. Bah, je vais te laisser, tu me gonfles, Jean-Marc. Soudain, il voit quelque chose. Vince, tendu. Attends 2 minutes. Il raccroche et dépose son téléphone sur l'ouvrage. On découvre ladite palette, faisant office d'unique palissade, inscrite d'un large non. 2 jeunes filles passent devant l'ouvrage. Enjouées, Vince reste stoïque, regard figé vers l'horizon, toujours accoudé, elles sortent du champ. Quelques secondes plus tard, Vince sort un fusil de chasse et y charge 2 cartouches. Il le braque fermement en direction du duo. Hors champ, petit temps mort, on entend les demoiselles se rapprocher. Nous restons sur Vince. « Allez, fonce !»« Bon, allez. Hé, beau gosse, t'aurais dû... » Silence. Vince, déposant son fusil. « Désolé, mais bon, là, ça fait un peu trop. » Son téléphone sonne. Il décroche et le porte lentement à l'oreille. Court silence. « Je pensais t'avoir demandé de fermer ta gueule, Jean-Marc. » Le QG. Gilles déploie énergiquement un plan de la ville. « Bon, messieurs, voici les informations dont nous disposons. Un tueur sanguinaire et acharné rôde autour du lac de Frein d'Acier. Au nord-est de la ville, ses victimes sont toujours les mêmes, de jeunes demoiselles en détresse, partiellement dénudées. La logique semble donc toute évidente. » Pendant ce temps, les 2 ivrognes se partagent nerveusement les bières. « Tu fais compter, branleur !» Beaucoup trop fort, serrant fortement le pack dans ses bras. « Crève, ordure !»« Tu fais goûter, branleur !»« Crève, ordure !»« On m'écoute !» Les 2 cessent leur querelle. Voici le plan. On récolte suffisamment de biatch. En 2 pièces, on les regroupe et on les expose sur son territoire de chasse. Gilles déploie un autre schéma représentant une sorte d'estrade de théâtre, avec des silhouettes féminines rassemblées, ligotées au milieu. Gilles, baissant le ton. « Bon, j'ai pensé à une petite mise en scène avec son et lumière pour faire plus vrai. Ouais, ça reste hypothétique. » Ensuite, rehaussant le ton. « On planque à proximité et on attend sa venue. Au 3e coup de poignard, on intervient. On sauve les biatches restantes et on saisit le tueur sur le fait. On le ramène aux autorités, on est accueilli en héros
Gloire et célébrité, on promeut la boîte et on la sauve en passant. Des questions? Silence. Les deux sont en train d'uriner dans un coin des toilettes à l'opposé des pissoirs. Ouais. Et où est-ce que ça se trouve des pétasses ici? Gilles, souriant, très confiant. Eh bien, messieurs, c'est là que vous entrez en scène. Arrêt de bus paumé. Un vieil arrêt de bus, perdu en forêt. Deux jeunes adolescents, une fille et un garçon attendent. Une vieille voiture, celle des ivrognes, vient doucement se mettre à leur niveau. Le deuxième ivrogne baisse la vitre. Après un petit temps mort, « Montez !» Les deux jeunes gens restent de marbre. Ils remontent la vitre et la voiture repart. Le QG. Ça marche pas. Si vous me laissez le temps de finir aussi. Bon, à partir de maintenant, vous êtes deux agents de la DGSE en mission. Vous êtes chargés de mettre en sécurité toute victime potentielle du tueur. Messieurs, voici vos costumes et vos badges. Il leur tend deux costards bas de gamme. Et les badges? Y a pas. Bon, il va falloir que vous changiez de voiture, sans quoi tout ceci n'aurait aucun sens. La porte se claque aussitôt. Arrêt de bus paumé. Toujours le même arrêt, les deux mêmes ados. La voiture arrive, le deuxième ivrogne, désormais en costard, descend la fenêtre. « Montez !» Même réaction. Ils repartent. Le QG. Retour au QG. Gilles, quelque peu dépité, leur tend des clés de voiture. Bon, voici votre nouveau véhicule, et cette fois, pensez-y, vous êtes deux agents d'Interpol en mission. Tout est dans le jeu, soyez convaincants. Arrêt de bus paumé. Même arrêt, même personne. La voiture arrive à vive allure et s'arrête en dérapant. L'ivrogne numéro 2 vomit. Il relève la tête, regarde les deux ados, referme la portière et la voiture repart. En face du QG, Gilles est en train de peindre quelque chose hors champ, à la bombe de peinture. Son téléphone sonne, il décroche. « Marche pas !» Ouais, en même temps, je m'y attendais un peu. Il se recule pour contempler son œuvre. Garez-vous un peu plus loin et laissez faire le patron. Arrêt de bus, paumé. Même situation. Une camionnette grossièrement maquillée en bus scolaire de type américain vient s'arrêter au niveau des deux ados. Une banderole a été opposée sur le flanc du véhicule, inscrit d'un school bus, avec en dessous « Montez, je vous amène à l'école ». Gilles ouvre la portière passager et s'adresse aux jeunes. « Bonjour !» Toujours pas de réaction. Léger temps mort. Interplein. Les deux ivrognes se garent sur le bas-côté. « T'es vraiment une merde! Avec quoi tu t'es coupé avec quoi t'as coupé ta bière? Avec de la flotte, Féfa ?» Il renifle instinctivement le contenu de la bouteille. « Avec de la flotte! C'est pas bien. Incapable! Bon allez, file-moi-en une et la prochaine fois, siphonne plutôt le réservoir. » Il lui tend sa canette vide avec un fond de mousse. « Fais tout ce qui... T'as tout picolé! Fais un cadeau, bordel! Un cadeau, pourriture de serpillière égoïste! Ça crevait! Putain !» Il passe brutalement la marche arrière et démarre en trombe. Arrêt de bus paumé. Retour à l'arrêt. Gilles est toujours garé. Devant. Portière passager ouverte. « Eh ben, j'ai dit bonjour !» Temps mort. Les deux s'inquiètent. On appelle les flics. Gilles à lui-même. Eh ben, c'est pas gagné. Il sort son téléphone et appelle. Messagerie. Ouais les gars, bon, les poules ne sont pas mortes. Mordre. Il charge 2 cartouches dans un fusil de chasse. On veut passer à la phase d'intimidation. On se retrouve au QG. La voiture des ivrognes
vient de percuter la camionnette en marche arrière. Ignorant l'impact, les deux sortent nerveusement du véhicule et foncent hors champ sur les deux victimes. On entend « FBI, connasse !» Gilles, toujours à l'intérieur, entre deux coups de feu. « Ouais, en douceur les gars, n'abîmez rien !» Voilà, tout doux. Voilà, allez, en douceur. Son téléphone sonne. Il décroche. Gilles, se bouchant les oreilles. « Ouais, monsieur l'huissier, ça tombe bien. Je voulais vous dire que... » Oui. Il se décompose. « Ouais. Très bien, monsieur l'huissier. » Portant timidement la voix. « Les gars, on remballe, c'est terminé. » Le QG. Même début de séquence que la première séquence. Un néon grésille, puis finit par s'allumer. Gilles est assis, tête baissée sur une chaise au milieu de la pièce. « C'est fini, messieurs. Je suis désolé. J'ai voulu faire trop beau, trop grand. Jamais je ne pourrai vous payer. Faites ce que vous avez à faire. » On entend deux hommes sortir de la pièce. On perçoit une discussion à l'extérieur. « Fais pas faim, ordure. Rien à foutre. Mais enfin, il mérite pas faim. Rien à foutre, Fivet. Non, non !» La porte s'ouvre brutalement. On découvre la silhouette du premier ivrogne. Brusquement, ce dernier plonge la main dans sa veste. Gilles reste de marbre, semblant accepter son sort. L'ivrogne sort la bouteille de bière vide avec un fond de mousse, puis l'attend. Puis lui tend. Gilles, faussement touché, accepte. C'est vraiment gentil, hein, les gars. Gilles sort sans dire un mot. L'ivrogne sort sans dire un mot. On les entend s'engueuler à nouveau. « Mais comment t'as pu faire ça? Pauvre gars, n'as-tu pas de cœur ?» On entend des bruits de pas se dirigeant vers la porte. « Non, non !» Ivrogne 2 enfonce cette dernière. Il plonge la main dans sa veste et sort son arme et tire immédiatement un coup de feu en direction de Gilles, le ratant de peu. Le tenant en joue, il s'avance et récupère la bière. Il sort prudemment de la pièce à reculons en le tenant en joue, puis referme timidement la porte. Musique triste. Gilles se lève et regarde un vieux portrait d'un gendarme à moustache. « Désolé, papa. J'ai failli. Tu dois avoir honte de ton fiston. » La planque. Musique triste encore. L'ivrogne récolte des bouteilles vides et les place dans un sac poubelle, puis le pose sur une table. Il sort un marteau et brise ces dernières, et presse le sac pour en extraire le jus qu'il récolte dans son mug à l'aide d'un entonnoir. Le cybercafé. Nous sommes en face d'un vieux cybercafé, toujours sur fond de musique triste. Le deuxième ivrogne est installé face à un ordinateur. On perçoit la bande-son d'un jeu de guerre. À côté de lui, deux jeunes gens jouent. La pièce est copieusement enfumée. « Mais putain, il y a un con qui se planque dans les buissons et qui tire dans les tibias des infirmiers. Attends, je vais me le faire et boum !» À quelques mètres de là, le deuxième ivrogne donne un violent coup de poing sur la table. « Non ! Vlam !» Le cendrier plein de mégots se renverse sur le clavier. Les deux ados, surpris, jettent un coup d'œil vers l'ivrogne. « Oula, chaude la moustache !»« Ouais, au fait, t'es au courant qu'Estelle organise une grosse soirée samedi ? Elle m'a demandé d'imprimer ses flyers. » Il sort un tas de flyers et le pose à côté de lui. « T'as vu, c'est de la gueule, hein ?» L'ivrogne se tourne discrètement vers eux, visiblement intéressé. « Grave, mon pote, ça va être pété de filles, je le sens. »« Ouais, c'est ça. » Brusquement, une silhouette passe derrière eux et les bouscule, faisant voler le tas de flyers avant de sortir en courant. « Hé, mais c'est qui ce malade ?» Le QG. Le flyer apparaît dans les mains de Gilles. Le QG est presque vide. Ne reste que la télé et quelques affiches. « Ouais, quand est-ce que vous voulez que je fasse de ça ?»
Il y aura des pétasses. C'est gentil d'essayer, messieurs, mais... Je vous ai dit, c'est terminé. Je peux pas me permettre de risquer un nouvel échec. Quelqu'un sort des toilettes. C'est Vince, en tenue de travail. Voilà, monsieur, c'est débouché. Mais il va falloir penser à tirer plus souvent la chasse. L'ivrogne, discrètement à lui-même. La face? Ouais, bon, voilà. Je vous laisse la facture, hein. Je suis pressé. Merci bien, monsieur le plombier. Vince sort. Allez les gars, retournez dans vos chaumières. Je dois rendre les locaux demain et j'ai encore du boulot. Gilles se retourne pour continuer le rangement de la pièce. Le deuxième ivrogne en profite pour sortir son arme, pendant que le premier se saisit d'une pelle de chantier. Il s'approche discrètement dans le dos de leur patron. Soudain, un flash info apparaît sur la petite télévision. Les deux cachent leurs armes. Flash info, une survivante de celui que nous appellerons désormais le tueur du lac a pu témoigner cet après-midi au commissariat. Les gendarmes ont déclaré que cette fois ça valait le coup et que les recherches seraient lancées le mois prochain. Voici un portrait robot de votre homme. Gilles fixe la télé, pétrifié. Mais c'est... Monsieur le plombier! Merde! Gilles jette un coup d'œil au portrait du gendarme encore accroché. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je te décevrai pas, Rammstein. Adios. De 0 à 40 secondes. Transition à 20. La planque. Une voiture de la poste arrive à vive allure et vient se garer devant la planque. Le postier en sort. 2 imposants colis dans les mains, un chien à bois. Le premier ivrogne sort et se met à savater une niche en tôle. « Tu vas la boucler, saloperie !» Le postier s'adresse à lui. Bonjour monsieur, j'ai 2 colis pour vous. Étant donné que vous avez choisi le paiement à la réception, il me faudra une pièce d'identité ainsi que 250 € en espèces. » L'ivrogne le regarde, puis l'ignore et retourne à l'intérieur de la planque. Monsieur !» Soudain, ce dernier sursaute. Le deuxième ivrogne se trouve à côté de lui, arme à la main, temps mort. L'ivrogne lui envoie une balle dans la jambe. Le postier crie et s'effondre. À l'intérieur de la planque, l'ivrogne pose les colis sur la table et les ouvre brutalement avec un poignard. Il s'agit d'une palette entière de poudre noire accompagnée d'une caisse de vin. Rammstein, Zwitter, jusqu'à 40 secondes. Puis il se met au travail. On le voit découper des tuyaux avec une disqueuse, donner nerveusement des coups de marteau sur des plaques en tôle, en buvant régulièrement du rouge. Pendant ce temps, son compère bricole leur vieille voiture, son téléphone sonne. L'ivrogne, se bouchant les oreilles. « Quoi ?» Gilles, en off sur les plans de bricolage. « Bon les gars, je résume. Je reste en planque. Une fois que le tueur à l'intérieur, j'attends qu'il termine son premier cadavre. Ensuite, à mon signal, vous créez une diversion pour dérouter son attention. J'interviens là, je le boucle, et on retourne au comico, c'est clair. Va marre, patron !» Il recule pour contempler son travail. Une feuille dans les mains, il jette un coup d'œil au document. On découvre un schéma grossier représentant leur voiture barrée d'une croix rouge, une flèche pointant à un dessin représentant un hélicoptère de combat. Coupure en noir. La villa. Le soleil se couche. Gilles est en planque devant la villa. Il sort son téléphone. « Oui, monsieur Vincent, oui, c'est pour une urgence, là. Mon évier fuit beaucoup. Vous pourriez passer tout de suite? Ouais. J'imagine qu'il y a un supplément soirée week-end. Ah, quand même. Oui, alors mon adresse, c'est... » Il jette un coup d'œil à l'intérieur et lit un panneau. C'est le 42 rue du Bâton Rouge. Ouais, merci, à tout à l'heure. Nous arrivons dans une petite cabane à outils. Derrière la villa en question, quelques ados s'y sont retrouvés. Tous sont sur leur smartphone. Visiblement, l'ambiance n'est pas folle.
Je suis désolé, les copains. Papa m'a interdit de faire ça dans la maison. Il a même juré d'envoyer l'association des braconniers anonymes si jamais je ne respectais pas la consigne. » L'ado, sur son téléphone. « Ouais, ben, ça craint, meuf. » L'autre ado, rivé sur son smartphone lui aussi. « Bon, Mike, viens pas. Lyon non plus. Chier. » Retour sur Gilles, en planque, de l'autre côté de la maison. Gilles murmure. « Allez, mon beau, viens. Tombe dans le panneau, allez. » Enfin, une voiture arrive. C'est Vince. Il vient se garer dans une ruelle, un peu plus loin, hors du champ de vision de Gilles. On le voit arriver du coin de la rue et se diriger vers la maison, un rouleau de scotch à la main. Gilles observe la scène. Gilles, toujours parlant à lui-même. « Oh, le salaud. Tu baillonnes tes victimes avant de passer à l'acte, hein? Oh, dur. » On rejoint Vince. Il sonne à la porte. Personne. C'est quoi ce bordel? Bon. Il retourne vers sa voiture, s'installe à l'intérieur et allume la radio. Rire et chanson. Bon, encore 5 minutes et je me tire. Gilles, toujours en planque, s'inquiète. Oh, putain, mais où est-ce que t'es parti, fumier? À tous les coups, il est en train de passer par derrière, le lâche. Retour dans la campagne, le groupe commence à mettre de la musique. Bon, allez, on envoie l'ambiance un peu. Mais ça craint, y a personne. L'ado est enjoué. Allez, on s'en fout. Envoie du son. Estelle soupire et regarde par la fenêtre. Soudain, une silhouette traverse brutalement son champ de vision. Putain, mais c'est quoi ça? L'ado coupe la musique. Quoi? J'ai vu un truc passer, je vous jure. Putain, mais arrête, tu flippes parce que tes vieux sont pas là, c'est tout. Mais je vous jure que... La porte s'ouvre violemment. Blam! Estelle pousse un cri strident. C'est un de leurs amis. Surprise! Putain, mais t'es con! Prends un verre! Retour sur Gilles. Il a entendu le cri. Gilles, pas vraiment surpris. Déjà? Bon, allez, intervention. Il appelle. Quoi? Ok, messieurs, le loup est dans l'abattoir. Il doit déjà être en train de les travailler comme un cochon. Détourner son attention, je me change du gredin. Refus, que le spectacle commence. Reçu. Marque un temps. Bon, allez, en avant. Gilles se dirige vers la maison. Il écoute à la porte. Silence. Mais où qu'elles sont les biatches? Il fait le tour de la maison et découvre la cabane dans laquelle se passe la soirée. Fusil de chasse et lampe à la main, alors qu'il fait encore à peu près jour, il approche la cabane prudemment. Voyant les jeunes à l'intérieur, il se prépare à intervenir, debout, face à la cabane. Il charge son fusil. Gilles, toujours sur fond de routine. Allez, c'est parti. Il sort son téléphone. Quoi? Les gars, j'ai tout là de la diversion. Hein? La diversion. Ah ouais, ça arrive. Surtout, ne poussez pas d'un pouce. Comment ça arrive? Ah, soyez ponctuels, nom de nom. Est-ce que je dois vous rappeler le pognon qui est en jeu? Gilles parle en agitant la lampe. La lumière intrigue Estelle à l'intérieur du cabanon. Elle se penche vers la fenêtre. Mais qu'est-ce que... C'est qui ce mec? Quoi? Fais voir. Putain, mais il a un flingue! À tous les coups, c'est le borgne du bar de la mairie. Putain, celui qui cogne sa femme et qui s'en vante même sobre. Oh non! Le groupe se met à paniquer. On revient sur Gilles, toujours au téléphone. Allô? Allô? Oh, les cons! On entend des bruits sourds au loin, comme des coups de tonnerre, suivis de sifflements stridents. Gilles, regardant vers le ciel, qu'est-ce que... Une explosion vient d'arracher une parcelle de gazon dans le jardin, juste à côté de la cabane. Gilles ne bouge pas, pétrifié. C'était quoi ça? Gilles. Qu'est-ce que... Une seconde explosion vient frapper encore plus près de la cabane, projetant les ados au sol.
Gilles n'a pas bougé. Putain, mais merde! Il se passe quoi? Alors là, va me falloir quelques explications. On arrive sur les ivrognes. Et envoyez! Les deux ivrognes sont sur une colline, surplombant visiblement la maison où se déroule le drame. Le deuxième ivrogne sert une sorte de canon à poudre artisanale qui charge avec de vieilles bouteilles de vin Blindé au gaffeur. rempli de poudre noire. Pendant ce temps, son compère observe la cible aux jumelles. Tif de moi, gosse, t'as picolé ou quoi? Tout fait. Qu'est-ce que tu t'insinues exactement? Bam! Le portable sonne. Ouais. C'est quoi ce bordel? Tout roule, patron. Si tout va bien, on aura repris la crête avant l'aube. Terminé! Ah ouais? Oui, non, mais là, c'est bon, les gars. Maintenant, faut choper le suspect avant qu'il ne se doute de quelque chose. Refus! Il raccroche. Bon, tu me fais péter ce con, oui ou merde? Mais merde, c'est trop loin. On ferait peut-être mieux de s'enlever de plan. Faudrait une cave remplie de litrons et un peu défendue, non loin de là, et... Certainement pas. Cette ordure va récolter la gloire. Et nous, les canettes vides, comme à l'accoutumée. Alors on fait comme prévu. On lui arrache les jambes et on pourrit la baraque. On récupère les morceaux du tueur dans les décombres et on s'attrape à qui reste des millibars. Il reprend son observation aux jumelles, se calmant ensuite. Ensuite, on amène les débris aux flics et à nous la gloire. Petit temps mort. Bordel, il est ouf ce con. Bon, phase 2. Retour à la cabane. Le groupe est toujours à l'intérieur. Encore quelques explosions, puis les tirs cessent. Le groupe, allongé au sol, reprend ses esprits. Putain, mais on fait quoi? Rien, moi je bouge pas. On frappe à la porte. Gilles, gêné, à travers la porte fermée. Laissez-moi me présenter. Je suis Gilles Flantier de l'agence... Le groupe ouvre brutalement la porte, le bouscule et prend la fuite. Allez, courez! Faut trouver quelqu'un, vite! Retour dans la voiture de Vince, dans une petite ruelle. Ben dis donc, le bordel. Il remonte sa fenêtre. On est bien dans la bagnole, hein, quand même. Il monte le son de la radio. Le groupe s'enfuit de la propriété et arrive dans la ruelle où est installé Vince, toujours dans sa voiture. Arrivé à son niveau, Estelle le voit. Elle tambourine à la vitre. Vince, très vite. Putain, c'est pas vrai! Il descend la fenêtre. Quoi? Estelle, paniquée. Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez... Il remonte immédiatement la fenêtre et scotche une feuille inscrite d'un non depuis l'intérieur. La jeune fille, voyant Gilles arriver au bout de la rue, se met à tambouriner à la fenêtre. Monsieur, monsieur! Vince, résigné, passe la main dans sa poche et commence à sortir son arme. Gilles, au loin, agitant sa lampe. Hé! Comment vous voulez qu'on vous sauve si vous fuyez, les biaches? Allez, venez, on se tire! Putain, vite! À peine le groupe se met-il en route qu'une lumière éblouissante les aveugle. Démarrage de Rammstein. Fofraille de 0 secondes jusqu'à la fin du générique. Ce sont les ivrognes. Plein phare, plein axe. Ils ont trafiqué leur voiture de chasseur. Une tête de sanglier empaillée trône sur le capot. Des plaques d'acier soudées à la va-vite sur le pare-brise, du fil barbelé sur les côtés et une gueule de requin peinte sur l'aile. On distingue le schéma précédent scotché sur la portière, le dessin de l'hélicoptère, barré cette fois, une autre flèche pointant, une représentation grossière d'un blindé soviétique. Sur le toit, ils ont installé le canon de fortune, dont la mèche est déjà en train de se consumer. Immobile face à nos victimes, Gilles qui vient de s'arrêter et à Vince, de marbre, toujours dans sa voiture. Les ivrognes semblent décidés. Coupure au noir. Fin. Ouais, tu veux dire fin? C'est ce qu'il a dit, salope! Ouais, bon, moi je me casse.
Franchement, c'était pas terrible. On se retrouvera pour le prochain épisode. Tiens, c'est où là le tuyau là?